Moscou sent le droit du fort. Poutine ne cesse de nous raconter des balivernes. Trump osera-t-il frapper la Russie avec des sanctions? Que veut-il annoncer lundi? Maintenant sur un retournement à 180 degrés. Le président des États-Unis a surpris à 2 reprises la semaine dernière. Non seulement il a dégelé la livraison du missile Patriot à l'Ukraine et d'autres arsenaux bloqués en Pologne. Pour la première fois de son mandat, Donald Trump pourrait nous fournir son paquet d'aide militaire présidentielle d'une valeur de 300 millions de dollars. La presse occidentale continue d'en faire état en se référant à des sources bien informées. Il n'y a pas encore de déclarations officielles. Toutefois, le dirigeant américain a promis une décision fracassante pour lundi. L'amitié avec Poutine est-elle terminée? S'agit-il d'un nouveau jeu de nerfs? Irina Prokofeva, correspondante de TSN Semaine, évoque des événements dont notre survie dépend directement. Des missiles coûteux pour les Patriots, calibre 150 mm, lames pour les HIMARS. Déjà en route pour l'Ukraine. Une semaine d'impatience, de scandales politiques et de rejet de la responsabilité. La question du blocage de l'aide militaire s'est conclue par un court message sur le site web du Pentagone. Je cite, « Sur ordre du président Trump, le ministère de la Défense envoie des armes défensives supplémentaires à l'Ukraine afin que celle-ci puisse se défendre, tandis que nous travaillons à instaurer une paix durable et à mettre fin au massacre. » Le ministère de la Défense a été désigné comme responsable de l'arrêt des mouvements d'armes et Donald Trump annonce une nouvelle stratégie. Les États-Unis vendront désormais leurs armes à leurs alliés, qui les transféreront à l'Ukraine. Je sais qu'ils ont fait une demande et nous l'examinerons. C'est un système coûteux, très coûteux. L'expert prudemment optimiste, l'analyste international Oleksandr Kara, ne cache pas sa déception. Il explique que ce que propose Trump nous aidera à survivre et à ne pas briser le cours de la guerre. Ne pensez-vous pas que c'est comme la blague de la chèvre? Le président Zelensky a répété à maintes reprises que nous achèterions ces armes et que les Européens les achèteraient pour nous. Il semble qu'ils aient finalement pris cette décision. La décision prise à Washington suscite une réaction rapide en Europe. La fumée épaisse et âcre au-dessus de Kiev après le bombardement russe motive davantage l'Allemagne et la Norvège à participer à la fermeture du ciel ukrainien. Le président Zelensky convainc qu'il y en aura d'autres. Ma demande concerne 10 systèmes patriotes et le nombre de missiles correspondants. L'Allemagne est prête à financer 2 systèmes. La Norvège est prête à financer un système. D'autres partenaires européens se joindront à nous. Cette déclaration résonne à Rome lors de la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine, qui est devenue cette année la principale plateforme d'investissement pour l'Ukraine. Un rassemblement à grande échelle avec des dirigeants de 13 gouvernements, 5 présidents, des dizaines de ministres, dont la plupart ont personnellement visité Kiev. Les images de la capitale ukrainienne en flammes impressionnent et consolident. Ces conférences portent avant tout sur la défense et l'industrie de la défense. La rencontre à Rome a eu lieu à un moment charnière pour Trump concernant la Russie. New York Times sort avec le titre « Poutine a échoué » et dans l'article même, des explications sur ce qui a rompu l'amitié chaleureuse entre le maître de la Maison-Blanche et le Kremlin. Après de nombreux actes de coercition de Kiev pour des concessions, de chantage diplomatique, d'arrêt des armes, de menaces de se retirer des négociations, d'appels sans fin à Moscou, Trump a finalement réalisé que Poutine avait transformé tout cela en sa défaite personnelle. Eh bien, c'est la seule chose que Donald Trump ne supporte pas. Pour être honnête, Poutine ne cesse de nous raconter des balivernes. Le Financial Times note que le Kremlin a tellement irrité Trump qu'il a annoncé une déclaration importante sur la Russie pour lundi. Aucun détail n'a été donné. Toutefois, les experts supposent qu'il s'agit du projet de loi de Graham Blumenthal sur les sanctions secondaires pour les acheteurs de pétrole russe. Ce texte est déjà au Congrès américain et M. Trump serait même prêt à le signer, à une condition toutefois. Le dirigeant américain peut annuler et réimposer ses restrictions contre Moscou à tout moment sans le consentement des parlementaires.
Nous découvrirons lundi si Donald Trump jouera cette carte. Mais un autre événement politique sensationnel témoigne du tournant de Moscou vers Kiev. Les États-Unis d'Amérique ont participé pour la première fois à la réunion de la coalition des volontaires. L'envoyé spécial Kit Kellogg a littéralement lu à partir d'un papier. L'Ukraine doit prendre des décisions de manière autonome et les États-Unis ne se précipiteront pas pour sortir des négociations. La question de savoir si l'administration américaine changera sa rhétorique dès lundi est ouverte. On peut s'attendre à tout, d'autant plus qu'à l'autre bout de la planète, le secrétaire d'État Marco Rubio a rencontré ces jours-ci, en marge du sommet en Malaisie, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov. Le fidèle sujet de Poutine transmet à Trump de nouvelles propositions concernant un accord de paix. Je pense qu'il s'agit d'une approche nouvelle et différente. Encore une fois, je ne dirais pas qu'il s'agit d'une garantie de paix, mais c'est un concept que je transmettrai au président aujourd'hui. Oleksandr Kara affirme qu'au Kremlin, il voit aussi que les plans de paix russes à Washington ont déjà lassé. Mais c'est la seule chose qui peut au moins publiquement retenir Trump d'imposer des sanctions. Poutine espère qu'au moins jusqu'à l'automne, il pourra s'emparer de nouveaux territoires et qu'à partir de cette position, il pourra discuter avec les Européens et les Américains. Comme confirmation de ces paroles, la visite démonstrative du souriant Lavrov à Kim Jong-un et la haute évaluation des soldats nord-coréens dans la guerre en Ukraine, ce qui signifie en fait, nous devons le répéter, parce que la Russie rassemble des troupes pour une autre opération. Cette semaine, les services de renseignement ukrainiens ont rapporté. Moscou a ordonné de renforcer sa présence militaire en Arménie, qui s'est récemment montrée indisciplinée. La base russe de Gyumri, située à la frontière avec l'Azerbaïdjan, est surchargée de personnel et d'équipements. Dans le contexte de relations aggravées avec Bakou, Aliyev ne se contente pas de retirer son pays de la zone d'influence de la Russie, mais entraîne également l'Arménie voisine avec lui. Cette semaine à Abu Dhabi, sans aucun intermédiaire russe qui imite les casques bleus du Haut-Karabakh depuis 27 ans, Ilham Aliyev et Nikol Pachinian ont commencé à préparer un traité de paix sans aucun égard pour Moscou, et donc sans ses intérêts. Il est très important que l'Arménie et l'Azerbaïdjan décident finalement d'ouvrir le projet Zengizur, et alors les routes logistiques, y compris celles de l'Asie et de la Chine, seront incluses dans les projets d'approvisionnement vers l'Europe et d'autres parties du monde sans la participation de la Russie. Pour comprendre ce qu'est le corridor de Zangezur, il suffit de regarder une carte de la région. Moscou n'a pas seulement pacifié le conflit du Karabakh. L'Arménie a littéralement découpé le territoire de l'Azerbaïdjan en se séparant de la région du Nakhchivan, ce qui s'est également produit avec l'aide de la Russie. Un Azerbaïdjan coupé du monde et en conflit perpétuel signifiait que Moscou avait le contrôle total de son rival pétrolier. Tous les flux liés aux ressources énergétiques, aux routes logistiques, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, passent par l'Azerbaïdjan. Et bien sûr, pour l'Europe, c'est un partenaire stable dans la fourniture neutre de gaz et d'autres ressources énergétiques. La paix dans la région menace directement les revenus du pays des stations-service. C'est pourquoi Poutine est contraint de déployer des troupes dans sa base caucasienne. Entre-temps, il a déclaré la guerre aux producteurs azerbaïdjanais. Mais les forces russes seront-elles prêtes à mener une véritable guerre dans le Caucase, même avec l'intervention de la chair à canon nord-coréenne ? Je ne peux dire qu'une chose, et c'est pourquoi j'ai inventé ce nouveau terme, les Russes sont des impuissants militaires. Même le Premier ministre pro-russe Robert Fico, qui s'est rendu à Moscou pour s'incliner devant Poutine et qui a bloqué cette semaine un ensemble de 18 sanctions paralysantes contre la Russie, a posé une condition: il est prêt à donner son accord s'il peut s'affranchir de l'aiguille à gaz de la Russie sans conséquence. Le gaz d'Azerbaïdjan pourrait être une excellente alternative, et le système ukrainien de transport de gaz, malgré la suspension du transit, est toujours fiable. N'est-ce pas de cela que le ministre de l'Énergie, Herman Galushchenko, est allé parler à Bakou en ce moment même? L'aiguille de vie du maître du Kremlin a été clairement trouvée. Irina Prokofieva, Oksana Radionova, Ilya Shinkarenko et Valentin Shilko. TSN, semaine 1+1.